Salut et bienvenue pour cette réac de fin de saison qui n'en est pas trop une parce que je dois retourner ça 2-3 jours plus tard. Je me suis rendu compte au montage que j'étais un peu trop agressif pour répondre à certains commentaires et c'est pas ce que je veux. Je veux pas être agressif pour réagir à ce qu'on me dit en commentaire. Il y a un moment donné, il faut que je prenne un peu plus de recul par rapport à ça et que je sois plus posé dans mes réparties, dans mes réponses. Et donc ouais, ça va être à peu près les mêmes arguments que je vais employer, mais en étant plus calme, et puis ça me permettra peut-être, je sais pas, de commencer un petit peu mieux mon avis, puisque c'était très long le produit final. Et bon, ça fait que j'ai perdu pas mal de temps, et je pense que dans le reste de la semaine, vous n'aurez pas plus de réacs. Voilà, les réacs sur la saison 4 viendront pour lundi prochain. Désolé pour ceux qui voulaient en voir tout de suite. Il y aura une mini pause. En tout cas, parlons rapidement une fois de plus des à côté qui vont plus trop en être pour la plupart. En dehors de Daenerys, enfin on verra pour elle, puisque bon, ça se termine l'épisode d'ailleurs sur elle, où elle rameute un petit peu le peuple de Yunkai qu'elle a libéré. Et il y a une espèce de petit suspense, est-ce qu'ils vont se rallier à elle? Est-ce qu'ils sont contents d'être libérés? Ben si, en fait, ils sont contents après un petit discours comme quoi leur liberté leur appartient à eux et pas à Daenerys. Et donc ils disent ouais, Misa, Misa. Je me suis dit Kira, Kira. Ouais, la nouvelle Misa Amane, Daenerys. Ouais, ça veut dire mère en fait dans leur langue ancienne. Ça fait quand même un petit peu bizarre que ça m'ait rappelé Death Note. Et ouais, on la soulève, tout le monde est content, vous défilez pour elle, etc. C'est un petit peu la montée en puissance de Daenerys cette saison 3. Et voilà, c'était une espèce de pic. Genre, elle a eu de plus en plus de gens qui l'ont suivi, et à la fin, ouais, elle est célébrée, tout le monde l'acclame, elle a une armée gigantesque, ses 3 dragons sont de plus en plus grands. Je sais pas, est-ce qu'elle va finir par enfin s'attaquer à l'ouest, le royaume des 7 couronnes ou pas? C'est pas impossible qu'elle attende un petit peu que ces dragons soient grands. C'est pas une stratégie idiote. Enfin bon, nous verrons pour la saison 4 ça. Ensuite, du côté de Jon Snow, il est encore en train de fuir les sauvageons maintenant avec qui il est ennemi, mais il se fait retrouver rapidement par Ygritte, pas Ygritte, Ygritte. Il y a des gens qui m'ont repris là-dessus en commentaire, ils l'ont un peu mal pris. Attends, arrête de dire Ygritte, c'est Ygritte, Ygritte. Ok, calmez-vous les gars, calmez-vous. Je dirais Ygritte à partir de maintenant. Vraiment, il y a des choses, on se prend le chou pour rien des fois, je trouve. Donc, ouais, Ygritte l'a retrouvé, je ne sais pas comment. Mais genre, je sais pas comment, il y a un point d'or et puis elle le pointe avec son arc, il y a personne d'autre à part elle. Genre, elle le connaît, elle est la plus douée pour tracer ses pas parce que ils sont liés ou je ne sais quoi. C'est un peu bizarre et c'est juste pour appuyer le fait que ça casse entre eux, en tout cas pour l'instant. Alors que ça me paraissait assez évident dans l'épisode précédent. Mais ouais, quoi, il précise bien que ça casse entre eux et qu'il est un petit peu forcé de retourner là d'où il vient parce que il est comme ça. Et si elle le connaît bien, elle devrait le savoir. Mais donc, elle est quand même assez vénère et il dira je sais que tu me feras pas de mal parce qu'on s'aime l'un l'autre et elle lui tire quand même dessus. 3 flèches plutôt bien placées, pas dans des points vitaux donc il meurt pas, mais ça le blesse bien et ça lui laisse quand même un petit peu le temps de chevaucher vers Château Noir, où il sera soigné à temps, j'imagine, et accueilli par Pip et par Sam, qui va avoir toute une péripétie, tout un périple pour arriver jusque-là. Il est vachement mis en avant dans cette fin de saison, Sam. On vient sur lui, donc... après un peu de voyage en plus, après avoir passé le mur, semble-t-il, hein, après avoir passé le mur, il tombe sur, alors là c'est incroyable, Bran. Mon Dieu, des groupes qui se rejoignent. Mais quelle est cette sorcellerie? C'est assez dingue et une fois de plus c'est assez décevant parce que c'est un peu frustrant parce que ça va pas durer. Voilà, Bran et lui se parle rapidement, il raconte un petit peu ce qu'il fait. Bran raconte maintenant que son but c'est de s'occuper des marcheurs blancs. En fait, il est appelé là où se trouve la corneille et 3 yeux et bon c'est au-delà du mur en fait.
là où se trouvait Sam, parce que maintenant le destin, les dieux, les anciens dieux ont quelque chose de grand prévu pour lui, et est-ce que ça a été un tant soit peu appuyé avant? J'ai le sentiment que et il nous balance tout d'un coup ce qui est censé signifier son périple, son aventure à Bran, alors que ça a jamais été particulièrement clarifié, quoi. Ce qui pourchassait avant, c'était quelque chose, c'était un mystère, c'était cette Corneille qui l'appelait, mais là ils essayent d'insinuer que ah mais c'est moi qui dois faire face aux marcheurs blancs, etc. Avec mes capacités spatiales et tout. Il y a que moi qui pourra m'en charger, donc ouais, Bran, le grand héros qui va vaincre la menace principale, semble-t-il. Ça fait un peu bizarre, quoi, balancer comme ça, mais vraiment, c'est balancé comme ça. Sam qui a l'air de vouloir aider Bran parce qu'il reconnaît que c'est le frère, le demi-frère de Jon Snow, et bon, il lui doit beaucoup. Mais il n'est pas prêt à retourner au-delà du mur, quand même, faut pas exagérer. Donc, il le laisse en lui donnant les informations qu'il a eues et en lui confiant ses armes en obsidienne. Voilà, c'est ça le métal dans lequel sont forgées ces armes-là. Une espèce de petit silex en obsidienne afin de pouvoir se débrouiller face aux marcheurs blancs et autres. Voilà, donc il se rencontrent pour se séparer juste après. Mais c'est déjà cool de les avoir fait se rencontrer. Je suis content, ça fait plaisir. Hein. Et ouais, après ça, Bran sera parti. Et Sam, c'est pas tout à fait terminé, puisqu'il finira par se rendre à Château Noir, donc avant que Jon Snow y soit, et prévenir le maître qu'on n'avait plus depuis la fin de la saison 1. Ça fait plaisir de remontrer des anciens visages qu'on n'avait plus depuis un certain temps, et donc ouais, c'est cool, ce maître qui était présent depuis la saison 1 et qu'on n'avait plus depuis 2 saisons maintenant, revient. Sam lui présente la situation et il a l'air de bien comprendre et de réagir à ça, se dire ouais il y a une grande menace qui sévit au nord et ouais le maître entend ça et se dit ok il faut réagir, on va envoyer un courrier à tous les chefs importants d'armée dans le royaume des sept couronnes et je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne montre que Stannis et ça va y avoir que le camp de Stannis qui va être prévenu pour ça. Cela dit, je suis sûr que dans la saison 4, on montrera les autres camps recevoir ce message, y réagir. Mais ouais, j'aurais pas été contre qu'on fasse un petit peu une accroche par rapport à ça, c'est-à-dire comment vont agir les différents clans en question. J'imagine qu'on verra ça pour les Greyjoy, pour les Lannister et je sais pas, peut-être pour d'autres. Sur le coup, j'ai pas d'idée en tête. Il doit y en avoir d'autres sans doute. J'imagine qu'on verra ça, parce qu'il a envoyé genre 44 lettres. Enfin bon. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que ça montre à quel point Sam, c'est genre le héros principal, quoi. C'est lui qui a subi en premier plan tout ce qui est cette menace principale qui semble foncer de plus en plus, ça s'approchait de plus en plus du royaume des sept couronnes. C'est lui qui arrive à prévenir de façon à ce qu'on puisse faire quelque chose pour contrer ça peut-être, ce qu'on s'éveille à ça. C'est lui qui est le plus mis en avant pour régler ça pour l'instant, Sam. C'est ça que je trouve assez dingue et assez fortiche, qui le rend vraiment intéressant comme personnage. On le met bien en avant, contrairement à d'autres qui continuent leur conflit entre eux. Mais ouais, ça laisse quand même présager que maintenant, les marcheurs blancs seront pris en compte. Qu'on ne va pas les ignorer plus longtemps. En tout cas, ce qui est montré du côté de Stannis. Ça, on va en parler dans un certain temps. Pour l'instant, on va revenir un petit peu à la suite de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire Robb, Catelyn et etc. sont morts. Apparemment, il y a le grand-oncle qu'on avait vu donc à quelques reprises avant qui s'en est réchappé d'après ce qui est dit, puisqu'on voit une petite conversation entre Bolton et Lord Frey à ce niveau-là, on en parle dans pas très longtemps. Mais ouais, quoi, on va d'abord parler un petit peu de Arya qui s'échappe un petit peu avec le limier qui donc essaye de la sortir de là. Mais avant de sortir, elle voit un spectacle assez affligeant où, histoire de bien violer la mémoire de Robb Stark une dernière fois, on attache la tête de son loup sur son corps décapité. Voilà. Donc ouais, Arya se réveille un petit peu de s'être assommée en voyant ça. Il y a de quoi traumatiser à vie, hein. Cette pauvre fille, j'espère vraiment qu'au bout d'un moment ça s'arrangera pour elle. S'il vous plaît, faites que ça s'arrange pour elle. Donc ouais, ça la fout un petit peu en rogne, surtout en s'éloignant un petit peu
du domaine, il tombe sur un petit camp avec 4 types qui parlent de ce qui s'est passé. Du genre, ah ah ah, elle a couiné comme un porc quand je l'ai égorgé, la mère Stark. C'est moi qui ai mis la tête du loup sur le corps de Robb. Ah, c'était pas facile, mais oh, ça lui va aller tellement bien. Donc ouais, elle est pas super contente, Arya, il a envie d'en buter un petit, hein. Et elle s'approche, elle essaie de la jouer fine pour en buter un par surprise. Seulement ils sont 4. Donc le limier fait le reste. Alors un petit truc par rapport à ça, c'est bien pour montrer la rage du personnage qui vient de perdre énormément de choses. Après avoir perdu son père, elle perd sa mère et son grand frère, putain. Et donc ouais, cette espèce de rage incontrôlée où elle a envie de tuer quelqu'un, c'est logique. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre par rapport à ça, où le Nimier lui demande si c'est bien la première personne qu'il a tué, le premier homme qu'elle a tué. Elle dit oui, c'est bien lui. Et je sais pas trop, est-ce qu'elle lui ment? Ou est-ce que c'est censé être vrai? Parce que j'ai souvenir quand même d'un moment dans la saison 1 où pour s'enfuir du château lorsqu'il était pris d'assaut par l'armée des Lannister, qu'elle a tué un mec qui essayait de l'empêcher de l'arrêter. C'est un mec un tout petit peu plus âgé qu'elle, à peine plus âgé qu'elle, mais voilà, genre un forgeron, une connerie comme ça. Et ouais, elle l'a embranché avec son aiguille dans le ventre pour pouvoir se barrer. Donc c'est pas la première personne qu'elle a tuée, donc je comprends pas très bien. Ou alors il était pas mort? Genre il s'est fait embrocher le ventre, mais il a survécu, mais on le montre pas? D'ailleurs, puisqu'on en parle, je trouve ça vraiment dommage qu'elle ait pas son aiguille. Je trouve que ça aurait été quelque chose qui lui aurait correspondu plus et ça aurait donné un peu plus de personnalité. Je veux dire, un truc qui la personnifierait. Personnellement, une petite arme à elle, mais ouais, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas conservé ça. Vous auriez pu faire en sorte que qu'en se barrant du fort, elle récupère son aiguille et qu'elle garde cette arme jusqu'à présent. Mais non, on l'a pas fait, je trouve ça dommage, vraiment dommage. Après, est-ce que ça reviendra un petit peu? On a un peu insisté sur cette arme dans la saison 1 et un peu au début de la saison 2, et maintenant j'ai l'impression que c'est totalement oublié, on s'en fout. Pourquoi avoir insisté sur cette arme, alors si c'est pour s'en foutre? C'est un détail, hein, c'est un détail. En tout cas, ouais, c'est pas la première personne qu'elle tue normalement, hein. Donc, je sais pas pourquoi vous avez souligné ça, je n'ai pas saisi, honnêtement. Enfin bon, c'est histoire de dire. Donc, puisque j'ai parlé de Bolton et de Lord Frey, il y a un petit passage dont j'ai pas parlé avec Bran avant qu'il rencontre Sam, où il parle de l'histoire d'un type qui a reçu un seigneur et son fils chez lui, et je sais pas exactement pour quelle raison, il était taré ou un truc comme ça, il a buté le fils, et l'a servi en tourte ou je sais plus trop quoi, en ragoût, au seigneur. Qui en a redemandé au passage. Ah, c'est bon, hein, redonnez-moi-en. Ah, c'est tellement festif et convivial ce genre de récit. Et ouais, au bout d'un moment, le mec qui avait reçu ces personnes-là a été maudit et transformé en rat. Pas parce qu'il avait tué quelqu'un et pas parce qu'il l'avait servi à son père, mais parce que un hôte se doit de recevoir ses invités de façon digne et pas de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il a été maudit et transformé en rat. Et on passe juste après à Lord Frey, qui est, pour faire un parallèle, puisqu'il a mal reçu ses invités. Hein, et les personnes qu'il était censé avoir invitées, ben, il les a attaqués dans le dos. Hein, donc, j'imagine que c'est pour dire, ah, il va avoir ce qu'il attend, parce que dans cet épisode, il a rien. Hein, il se vante en disant ah ces connards de Tully et de Stark qui m'ont vu de haut maintenant a bien fait pour leur gueule en gros et ouais rien de plus. Tandis qu'il parle avec Lord Bolton pour discuter du mystère de Winterfell, du massacre de Winterfell. Ah, c'est le moment sur lequel je vais essayer de pas trop m'énerver cette fois-ci. Donc, où Bolton raconte un petit peu ce qui s'est passé, comme quoi, bah, en fin de compte, il avait envoyé son fils bâtard, c'est-à-dire Ramsay Snow, faudra que je retienne ce nom parce qu'apparemment il va être important ce connard-là. Et ouais, en fait... Si j'ai bien suivi ce qu'il a raconté, il n'avait pas particulièrement prévenu qu'il décime tout le monde, mais quand même qu'il prenne un petit peu les Stark par surprise, parce que voilà, il comptait faire ce petit coup, ce petit coup d'état entre guillemets à l'avance. Donc ça justifie deux trois petits trucs.
Comme quoi, ouais, s'il a fait ça, c'est parce que Ramsey était un psychopathe. Et oui, je reconnais que j'avais pas fait gaffe que c'était bien lui qui avait recommandé d'envoyer son fils bâtard s'occuper du problème. Je me souviens maintenant que vous me le rappelez. Ça change rien au fait qu'il y a de gros problèmes par rapport à ça. Alors, ce qui fait que ça passe pas pour moi d'une part, c'est que vous avez clairement pas mis ça en scène comme un mystère. Vous avez mis ça en scène comme tout le reste, ce qui fait que pendant plusieurs épisodes, j'ai pas eu l'impression une seule seconde que vous vouliez mettre en place un putain de mystère. Si vous vouliez mettre en place un mystère, il fallait faire une mise en scène qui appuie qu'on avait un mystère. Mais c'est que maintenant qu'on dit ah c'est un vrai mystère ce qui s'est passé. Alors qu'avant personne ne s'est posé la question, personne n'a pris le temps de se poser pour dire mais qu'est-ce qui a bien pu se passer. Est-ce que si ou ça a fait ça. Je veux dire c'est le genre de choses de base. Vous voulez mettre en place un mystère, ben traitez ça comme un mystère par les personnages un petit peu. Mais personne n'en parle. Ou alors peut-être rapidement via une phrase ou deux que j'ai zappé sans faire gaffe peut-être. Mais c'est jamais mis en place comme un mystère. Et on aurait pu faire ça depuis le début. Et ça m'aurait déjà beaucoup moins gêné. Si par exemple, lorsque Théon se fait assommer, on avait fait une coupure nette au noir, sans montrer ce qui se passe après, sans montrer le maître se faire poignarder ou quoi que ce soit, et qu'on faisait un bond dans le temps, limite où il se réveillerait, même pas sans montrer, même pas en montrant Bran et compagnie, limite on le verrait se réveiller après sans comprendre ce qui s'est passé. Là, il y aurait un côté mystère mis en place dans la mise en scène, c'est même pas le cas. Mais même, on aurait juste montré Bran après ça et compagnie qui sortirait et qui remarquerait les ruines de tout ça. Et au lieu de se dire il faut qu'on parte, ils auraient pris le temps de se poser ou peut-être après, hein, peut-être pas sur le coup, mais après pour se dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le village soit décimé? Et il n'y avait pas tant d'hommes que ça, ils n'auraient pas pu tout faire à 20. Vous savez, le genre de truc qui aurait été cool d'appuyer dans la série et pas en commentaire ou pas dans le livre. Et parce que oui, on n'arrête pas de me dire, ah, mais dans le livre, c'est mieux justifié. Oui, bah, c'est bien joli, mais la série, elle doit se valoir un peu indépendamment. Hein. Si je dois suivre le livre pour qu'un élément de la série qui est mal justifié arrive à prendre du sens, eh ben c'est que la série fait un mauvais boulot dans son adaptation. Hein. Je suis désolé, c'est ça. Hein. Le problème vient du fait que la série adapte mal la chose. Hein. Donc, ouais, c'était pareil pour la crypte en question, puisqu'il y a quelqu'un qui a défendu la crypte en disant mais tu sais que c'est quelque chose de super spacieux, on peut s'y perdre, c'est genre encore plus grand dans ses couloirs, etc. que Winterfell lui-même. Ok, c'est jamais une seule microseconde mis en avant. Hein. Jamais une seule microseconde mis en avant dans la série. Hein. Dans le livre peut-être, mais pas dans la série. Dans la série, la seule chose qu'on voit de cette crypte, c'est une petite salle assez, honnêtement, assez étroite, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui sont permises en termes de mouvement. Donc, ce que montre la série n'appuie absolument pas ça. Bien entendu, hein, si vous avez suivi le livre, ça vous dérangera pas, mais quand on n'a pas suivi le livre, je vous jure que c'est mal foutu en termes de narration. Hein. Mal foutu, c'est de la mauvaise adaptation, ça. Ouais. Et ça change rien aux deux problèmes que j'ai par rapport à ça. C'est-à-dire déjà tout le délire autour du maître qui a seulement la blessure faite par les hommes de Théon, qui je sais pas, il s'est caché ou je sais pas quoi. Les hommes de Ramsay, ils ont dévasté tout le coin, sauf l'endroit où il se trouvait ce type. Pourquoi? Je sais pas. Parce que il était clairement pas dans la crypte cette fois, donc vous pouvez pas me sortir l'argument magique. Mais crypte! La crypte, on s'y perd, on peut pas fouiller là, donc c'est pas ça. Comment il a réussi à s'en sortir? Comment il a survécu sans se faire voir par les autres, sans voir les autres apparemment, parce qu'il en parle même pas à Bran et compagnie. Non? Qu'est-ce qui se passe avec ce maître en fait? Et quand Bran et les autres viennent le voir, il leur apprend rien, il leur dit pas ce qui s'est passé, comment cette situation en est venue là, même d'après ce qu'il sait, si ça se trouve il sait pas tout, il leur dit rien, il leur dit juste vous devez vous barrer. Ah, c'est bien. Est-ce que tu pourrais nous donner des informations sur ce qui s'est passé pour qu'on soit pas totalement dans le noir? Hein, pas moi, spectateur, mais aux personnages aussi, hein, aux personnages qui normalement ne sont pas censés savoir ce qui s'est passé. Ou alors les personnages sont tous censés savoir ce qui s'est passé, sauf nous le spectateur pour...
pour nous prendre par surprise. Pour les autres personnages, c'était évident, mais pas pour le spectateur. Ou alors, je sais moi, je suis le seul con à pas avoir compris, parce que j'ai pas lu le livre à l'avance. Sérieusement, le rôle du maître là-dedans est super mal foutu, hein. C'est du foutage de gueule. Cette crypte, si vous vouliez lui donner de l'importance dans le sens où on peut pas aller la fouiller pour une raison X, il fallait l'appuyer de façon claire et nette, pas dans le bouquin. Et surtout, pourquoi en faire un mystère en fin de compte? Parce que c'est quoi la solution? C'est le fait que il y a un psychopathe qui s'occupait de l'armée qui venait, et il a décidé comme ça, d'un coup de tête, de raser la ville. Parce que c'est un connard psychopathe qui voulait un peu se faire valoir. Dont on n'avait absolument aucune connaissance avant, donc c'est un personnage qui était introduit avant. Voilà. Ah bah c'était bien la peine de faire un mystère autour de ça, hein. L'explication est tellement convaincante et ouah, ça me troue de voir les grands rebondissements et révélations qui vont avec, hein. Merci d'avoir fait un mystère autour de ça. Oh. Donc ouais, c'est peut-être un chouïa moins con que ce que je voyais au début, mais ça reste quand même très con et une mise en scène assez merdique quand même, hein. Ça reste le pire moment de la saison jusqu'à présent, ça, hein. Ce coup la ville dessinée, on sait pas pourquoi, un mystère, qu'on met mal en scène, etc., hein, clairement pas. Sachant que Ramsay, donc, comme je l'ai dit, n'est pas le fils d'Evar Stark, puisque c'était un mensonge. Alors, quand il a dit « j'ai menti », il y a 2 épisodes de ça, moi je pensais pas qu'il voulait dire « j'ai menti sur absolument tout ce que j'ai dit », je pensais qu'il mentait sur le fait de pas faire de mal à Théon, donc vous m'excuserez de ne pas avoir appris ça comme ça. C'est tout ce qu'on a en fait autour de Théon et de Ramsay, dès lors qu'on y pense. C'est juste Ramsay qui voulait le torturer pour le plaisir. J'ai le sentiment que même le fait qu'il sache que Bran est en vie, ça va à peine jouer un rôle, enfin peut-être, je sais pas, nous verrons. Mais ouais, toutes ces scènes, c'est juste pour montrer que c'est un gros connard psychopathe qui aime faire souffrir les gens parce que méchant. Alors, il n'est pas non plus dénué de fun par rapport à ça, je reconnais. Et je le dis une fois de plus, j'ai de la peine un peu pour Théon par rapport à ce qui lui arrive, c'est évident. Mais sachant bien en fait de ce qu'il a fait dans la saison 2, je trouve, hein, ça pardonne pas tout ce qu'il a fait. Et dès lors qu'on s'y penche un peu, c'est pas super profond non plus, hein. D'ailleurs, oui, va y avoir un autre moment où il continuera de faire le sadique avec Théon qui a donc perdu sa virilité. Et au bout d'un moment, il lui dira qu'il mérite même plus d'être appelé Théon Greyjoy, t'es même plus un mec, tu schlingues. Ah tiens, on va t'appeler comme ça, schlingue, en le torturant, du genre, comment tu t'appelles Théon Greyjoy. Comment tu t'appelles Théon Greyjoy. Comment tu t'appelles schlingue. Voilà. Alors c'est assez fort dans la mise en scène, hein, ça montre jusqu'où il arrête pas de tomber, Théon. Je reconnais. Après, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un mystère autour de ça, hein, je leur dis. Et honnêtement, si vous vouliez faire un mystère, mettez le mieux en scène, quoi. C'était la mise en scène de merde. Ouais, et ça se termine un petit peu cette histoire lorsqu'on le voit envoyer l'engin de Schling, maintenant, hein, il va s'appeler Schling, à sa famille, les Greyjoy, en leur disant rendez-vous, sinon je vous boutre la gueule, moi et mes 500 hommes qui me suivent. 500 hommes qui n'ont apparemment aucun problème à suivre, en dépit du fait que j'ai pas hésité à sacrifier 3 d'entre eux, apparemment sans prévenir. Parce que, ouais, d'après ce qu'on m'a répondu en commentaire, il a fait ça sans prévenir. Les hommes qu'il a tués pour jouer ce tour à Théon, ils n'étaient pas au courant. Et les 500 hommes qui restent, ça les dérange pas, on va continuer de suivre ce mec, hein, y a pas de problème. Apparemment, hein, donc ouais, les 500 hommes que j'ai suffiront à vous bouter, les gars, donc retirez-vous, sinon vous l'aurez dans l'os. Et donc... Donc le seigneur Greyjoy, le père de Théon, n'en a un peu rien à branler, hein, je veux dire qu'il crève. En plus, il a même plus de quoi se reproduire, il pourra même plus me faire d'héritier, donc ce qu'on est à foutre. Par contre, Yara était un petit peu plus touchée par ça, parce qu'elle a quand même un peu d'attache pour lui. Ça a été un petit peu montré dans la saison 2, je le reconnais. Donc ça se poursuit un peu par rapport à ça, il se dit, ah merde, je vais quand même aller le sauver, je vais prendre une flotte, enfin un petit navire, pour foncer, en dépit du fait que apparemment je ne sache pas où il est, etc. Mais je trouverai. Et ouais, ça se termine là.
Ok, c'est histoire de dire que, voilà, du côté des Greyjoy, c'est pas non plus tout noir, hein. Il y a un petit peu de conscience familiale, même si c'est seulement de la part d'une seule personne. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Il reste à voir Port-Réal, avec donc Sansa et Tyrion, une petite scène où on montre qu'il y a un début de complicité qui se crée entre eux. Ils ont conscience qu'ils ont été un petit peu forcés d'avoir ce mariage et qu'ils sont un peu raillés par tout le monde par rapport à leur statut. Tyrion par rapport au fait qu'il est un nain et Sansa par rapport au fait que c'est la fille d'un traître. Et ouais, il y a un début de complicité qui se crée entre eux que j'apprécie. Au passage, il y a Shay qui est là et qui, ouais, elle le vit toujours moyennement, mais elle a quand même envie de rester. Il y aura un passage avec Varys qui essaiera un peu de la soudoyer, lui donner de l'argent pour dire allez, partez. On voit que Tyrion a vraiment une attache envers vous, mais vous n'aidez pas à ce qu'il aille au meilleur de ses capacités pour aider le pays. En fait, vous êtes un petit peu un frein, une complication à la bienséance de ce qu'il pourrait apporter au pays. Voilà pourquoi, même si j'ai du respect pour vous, ce serait bien pour vous que vous partiez, que vous refassiez votre vie ailleurs. Et Shay dit merde, voilà, hein, je te rends ton argent, si Tyrion veut que je me barre, qu'il le dise lui-même. Voilà, voilà. Rien à dire par rapport à ça, j'attends toujours le moment où je me dirai ah tiens, voilà à quoi elle sert, pour l'instant je l'ai toujours pas. Donc, Tyrion est un peu convoqué en réunion où il apprend par messager la mort de Robb et Catelyn, et Geoffrey est aux anges. Ah mais genre, hein, il est surexcité le gars. Je vais leur demander de m'envoyer sa tête pour que je la serve en dîner à Sansa lors de mon mariage, ça va être marrant. Oh mais quel bout en train c'était pas. Ouais donc ouais, Tyrion l'empêche de faire ça parce que maintenant il est un peu marié à elle et donc c'est plus trop son jouet. C'est-à-dire qu'il est plus la responsabilité de Tyrion maintenant, Sansa. Il essaie un petit peu de s'appuyer là-dessus. Mais ouais, il réagit plutôt mal, Geoffrey. Surtout quand Tywin essaye de mettre son grain et de le faire se calmer. Lui-même, il dit attendez, t'as pas à me donner d'ordre, c'est moi le roi, le roi, le roi, le roi. Mais même face à Tywin, il sait pas se restreindre. Qui fait que je suis un peu impatient que ça lui attire des emmerdes, ça. Vivement, vivement. Oui, ça se termine après avec une conversation en privé entre Tyrion et Tywin, où Tywin dit que c'est plus important de privilégier le bien-être de la famille avant son propre bien-être. Et Tyrion qui se marre un peu en disant ouais, quand est-ce que vous avez fait ça vous-même? Et il répond Tywin de façon vachement vache en disant ouais, je l'ai fait quand je t'ai gardé en vie après ta naissance. J'avais envie de te noyer après, mais je t'ai gardé pour le bien de la famille. Voilà, toujours sympa la famille Lannister, hein. T'as de la chance, Tyrion, t'as vraiment de la chance, vieux. Cela dit, c'est assez intéressant quand on y pense, parce que si Tyrion n'était pas né nain, c'est-à-dire difforme selon eux, et ben, si ça se trouve, ça aurait été un connard au même titre que son frère, sa sœur, son père, etc. Ça aurait très sans doute été un connard de leur acabit, mais étant donné qu'il a été marqué parce qu'il était de nature, c'est-à-dire quelqu'un atteint de nanisme, et ben c'est ça qu'il a forgé tel qu'il est. Et c'est intéressant quand on s'y penche un petit peu. Oh, en tout cas, c'est pas terminé pour les Lannister, puisque on voit enfin Jaime qui retourne à Port-Réal depuis la fin de la saison 1 aussi. C'est comme pour Sam et Jon, ils retournent là où ils étaient à la fin de la saison 1. Pareil, il y a un retour aux sources qu'on voit dans cette fin de saison 3 qui est sympathique à observer. Donc il retourne à Port-Réal, il est enfin de retour là-bas, accompagné par Brienne qui, j'imagine, n'est toujours pas au courant de la mort de Catelyn. Je me demande comment elle va le vivre, ça, hein, je me demande. Et ouais, on le voit retourner aux appartements de Cersei alors que elle a toujours pas envie d'épouser Loras et je sens qu'il va y avoir des complications par rapport à ça puisque maintenant les deux amoureux se retrouvent, les deux amoureux incestueux. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, c'est juste un gros suspense sur comment ça va se passer, comment on va réagir à ça dans la suite. Et pour terminer, il nous reste à voir ce qui se passe du côté de Stannis. Stannis, donc, j'ai du mal à suivre en fait. Je vous cache pas, il a ce côté très je change d'avis tous les 2 épisodes de mentalité qui me gêne.
Parce que oui, il y a 2 épisodes de ça, j'étais dans le personnage, je trouvais qu'il y avait un côté doute sur ce qu'il faisait, etc. Mais maintenant, il est du genre, ouais, rien à foutre, on va le buter, Gendry, y a pas de problème, j'en ai plus rien à cirer de l'aval de Davos, etc., etc. J'ai plus aucun respect pour lui, apparemment. Ce genre de truc, il arrête pas d'être en dents de scie, ce mec. J'ai du mal à rentrer dans le personnage si vous arrêtez pas de le changer comme ça. Je pensais que lorsque, au début de la saison 3, il avait décidé de complètement se fier à Mélisandre et d'envoyer Davos paître, que c'était peut-être un grand moment de faiblesse et qu'il commençait à en récupérer, c'est pour ça qu'il commençait à se rapprocher de Davos, mais maintenant il est reparti dans ce moment, rien à foutre de Davos, rien à foutre du reste, maintenant je suis un conquérant. Et ouais, j'ai du mal avec Stannis, hein, je vous cache pas, j'ai un peu de mal. Hein, c'est vraiment dommage, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant, parce qu'on a essayé de le développer un peu, mais si c'est pour aller en dents de scie comme ça, j'avoue que j'avais plus grand chose à foutre de lui, quoi. Vraiment, en tant que personnage, il fait plus grand chose, honnêtement, hein. Cet épisode a un petit peu coulé. En tout cas, on a une scène entre Davos et Gendry qui discutent un petit peu, tandis que donc Gendry est en prison, prêt à être sacrifié. Et ben donc la viande va plus être très tendre, puisque maintenant il est au courant de ce qui va lui arriver. T'es sûr que le sort va marcher alors, Mélisandre, hein, puisque t'as fait ton petit parallèle avec comment on abat un mouton. Hein. Ah non, apparemment, c'est pas grave, on peut quand même faire avec. On peut faire avec, ok, très bien. Euh, donc, ouais, Gendry a toujours été malchanceux, c'était un pauvre Jean. Et Davos lui raconte que lui aussi, il a longtemps été un pauvre Jean et qu'il a juste eu la chance de trouver au bon endroit, au bon moment pour aider Stannis, ce qui l'a amené à cette place. Alors, c'est un bon moment de rapprochement entre eux où Stannis se rend compte que il n'a pas envie que quelque chose d'horrible arrive à Gendry, qu'on le sacrifie via un rituel magique de Méphès qui sera jamais montré apparemment. Voilà, hein, on ne saura pas du tout ce que c'est, vu que il finira par se dire merde, je vais le libérer, ça tombe bien, les cellules ne sont pas gardées. C'est pas comme si c'était important de garder, genre, le mec à sacrifier pour remporter la grande bataille, Stannis, hein, non, 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 il va dire, ouais, je vais mettre le nombre minimum de gardes et ce sera facile de le faire se barrer de là. Surtout par rapport à Davos qui a montré qu'il était moyennement chaud pour ça, non, 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 je vais pas le faire, non, non, non. Si, il suivra mes ordres, y a pas de problème, je vais pas prendre de mesures de sécurité pour ça. Non, non. Donc ouais, il arrive à faire filer Gendry sans trop de problèmes. Il se barre en barque et Davos n'a aucun problème aussi à se présenter devant Stannis en lui disant merde, oui, j'ai accepté. Qu'est-ce que tu vas me faire alors? Ben, ok, je vais t'exécuter. Tuez-le, hein. Ah. Très bien. Donc les moments de rapprochement un peu complexes qu'on a fait entre ceux-là, bah rien à foutre en fait, hein. C'est bien la peine, hein. C'est pour ça que j'ai du mal avec Stannis, quoi. J'ai l'impression qu'il se sent trahi par Davos, mais de la même façon que n'importe quel soldat lambda l'aurait trahi, en fait. Pas comme si c'était un ami proche qui n'était pas d'accord avec ses opinions et ça lui arracherait le cœur de devoir faire ça ou quoi que ce soit. Non, j'ai l'impression qu'il est juste énervé parce qu'il y a un de ses soldats qui n'a pas oublié ses ordres, quoi. J'ai beaucoup de mal avec le développement de Stannis, vraiment. Il essaye de rebondir, Davos, en disant attendez, vous aurez besoin de moi, parce que il s'avère que grâce à votre fille j'ai appris à lire. Bon, il le dit pas, hein, il dit pas que c'est grâce à sa fille parce que vous en savez rien, il voudrait pas que sa fille le fréquente. Il lui a interdit une connerie comme ça, j'en sais rien. Donc je sais lire et j'ai reçu une missive, j'ai lu une missive envoyée de Châteaunois qui dit que les marcheurs blancs arrivent, vous aurez besoin de moi pour les combattre. Ouais, un seul soldat fera la différence, bien sûr. Comme dans Mulan, un seul grain de riz peut faire pencher la balance, seigneur. Et il y a Mélisandre qui réagit en examinant la missive, en la faisant cramer, parce que ça permet de mieux l'analyser par le mettre de la lumière comme ça. Et apparemment, ce que j'avais dit sur elle comme hypothèse avant, c'était de la grosse connerie, puisque elle prend pas ça à la légère. Elle se dit, oui, c'est grave, c'est plus important que le conflit des 5 royaumes tout de suite.
Et il faut aller s'enquérir de régler ça, hein, parce que sinon ce sera un gros problème pour le pays. Donc apparemment le maître de la lumière n'a pas grand-chose à voir avec les marcheurs blancs. Ou alors c'est une façade peut-être. Mais bon, ça semble complètement infirmer l'hypothèse que j'avais faite. Voilà, hein, j'aime faire des hypothèses, me dire ah tiens peut-être que ce sera comme ça dans une série. Et si il s'avère que c'est faux, bah voilà c'est faux. En tout cas, ouais, elle dit que c'est un conflit important et qu'on aura besoin de Gendry pour ça, parce que, à nouveau, grand chef d'armée, un truc comme ça. Voilà, donc Gendry sera envoyé au combat contre les marcheurs blancs et apparemment l'armée de Stannis, enfin le peu d'armée qu'il a pour l'instant, parce qu'il a quand même tout perdu dans la saison 2, se centrera sur ça maintenant. Alors peut-être que s'il fait ça, ça mettra ça amènera les lauriers sur lui et ça lui donnera plus de gloire qui lui permettra de davantage tirer son épingle du jeu dans ce jeu de pouvoir. Peut-être. On verra. Ouais. C'est un petit peu. Je trouve ça un peu rapide quand même, quoi. Ouais, il y a les marches blancs qui arrivent. Ok, bah maintenant, l'armée de Stannis, du côté de Stannis, on va à fond là-dessus. Ça va un peu vite. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont un peu vite dans ce segment autour de Stannis qui rend l'appréciation de la chose assez moyenne, en fait. Vous auriez pu faire mieux. Enfin, j'apprécie quand même les conversations entre Davos et Gendry. Une fois de plus, il y a pas mal de bonnes conversations, hein. La conversation entre Tyrion et Tywin était super. Entre Gendry et Davos aussi, il y en a deux, trois autres aussi qui étaient bien sympathiques, hein. Ça change pas d'habitude. C'est un bon épisode, mais moins réussi que d'autres, honnêtement, hein. L'un des plus faibles de cette saison, mais ça le conclut acceptablement. Et ouais, c'était, je pense, la saison la mieux réussie jusqu'à présent. Il y avait beaucoup plus d'interactions prenantes, d'idées bien pensées et de moments de personnages forts dans cette saison 3 que dans les deux précédentes. Ce qui fait que je pense que c'est ma préférée jusqu'à présent. Peut-être que la 4 la dépassera, nous verrons bien. À bientôt pour de futurs réacs. Désolé, ce sera pas tout de suite, mais attendez quelques jours. Au revoir.